Notre premier invité qui est déjà avec nous sur ce plateau. Il s'agit d'un habitué de cette émission qui n'est plus à présenter, mais je vous le présente quand même pour vous qui venez de nous suivre pour la première fois. Il s'agit de Maître Willy Mbenza, acteur politique indépendant. Maître, bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation. Ça fait un bail. Oui. Les téléspectateurs ne vous ont plus vu sur les antennes de RTG Awards. C'est quand même une joie pour eux de vous retrouver ce soir avec vous. On va parler de l'actualité. L'actualité politique dominée, comme vous le savez, par ces débats qu'il y a autour de la convocation du dialogue politique. Vous savez que la majorité au pouvoir avait entrepris depuis un temps une série de rencontres avec l'Union pour la démocratie et le progrès social en Europe pour la tenue de cette grande rencontre tant entendue, tant souhaitée par certains acteurs politiques. Alors j'aimerais d'abord avoir votre position par rapport à cette rencontre, par rapport à ces dialogues que certains acteurs politiques, vos collègues, appellent de tous leurs voeux. En fait, mon absence est due aussi de par le fait que j'étais en train de plairer le président Mathieu Kérékou. Oui, c'est un personnage que j'ai considéré comme exemplaire. Et quand il est parti, je me suis dit que je devais faire le deuil comme les Béninois. C'est pourquoi j'étais un peu invisible. Mais il ne faut pas limiter l'affaire du pays entre la majorité et l'IDPS. Ça fait des tendances, certes remarquables au pays, mais elles ne sont pas les seules. L'affaire du pays, ici, concerne principalement aussi les M23. Les M23, je n'entends pas parler, n'est-ce pas? Ils se sont désengagés, hein? On a dit, parce qu'ils ont trouvé que le gouvernement ne respectait pas les accords, c'est pourquoi ils se sont désengagés de ce processus. Quand je vous disais qu'il faut faire évoquer mon frère Mouamba François, parce que il ne fait pas exécuter la crocade des Abbés, vous doutiez. Souvenez-vous maintenant que si c'est vrai que les M23 se désengagent, ça veut dire qu'il faut revenir à Bovo, à la situation initiale à l'Est. Mais il faut quand même avoir pitié de nos frères qui sont de ces côtés-là, non? Alors moi je voudrais ici appeler encore à la sensibilité du chef de l'État pour dire qu'il n'y a que lui qui peut sauver la nation vis-à-vis de tous ceux qui crient des fois inutilement. Comment il peut sauver la nation? C'est par le dialogue, non, Maître Willy Mbenza? C'est lui qui est le symbole de l'unité nationale. Et il doit demeurer effectivement ces symboles-là, qui ne suivent pas ceux qui parlent au nom du pays, même quand il ne faut pas. N'est-ce pas? Vous avez suivi l'affaire entre guillemets des soi-disant frondeurs ici, ceux qui ont quitté la majorité dite présidentielle, certains sont restés pour dire « Ah, nous soutenons le président ». Le lendemain, ce sont eux qui étaient visés. N'est-ce pas? Même au niveau de l'ARC, j'apprends maintenant que c'est mon frère André Aléatundu qui est porte-parole de la majorité présidentielle. C'est-à-dire il remplace celui qui est resté fidèle au chef de l'État. Mais André Aléatundu n'est pas de l'ARC, il a son parti, il est président de son parti. C'est lui qui était là avant, il était de l'ARC. Vous connaissez même son nom. Il s'est désolidarisé d'Olivier pour dire moi je suis fidèle. Mais le président ne voit pas cette fidélité parce qu'il considère ça comme étant des façades. Je voudrais que le président fasse la même chose au regard des impératifs de l'air, qu'on applique effectivement l'accord-cadre d'Addis Abeba et à travers ça, nous allons chiter sur le dialogue et tout ce qui est possible pour la paix et la cohésion nationale. Dans l'entretemps, qu'est-ce qu'on fait alors du processus électoral? Parce que vous demandez qu'on puisse dialoguer ou respecter l'accord cadre d'Addis Abeba et c'est après qu'on pourra penser au dialogue. Et tous ces temps-là qu'on va perdre, et quel sera le processus électoral, Maître Willy Mbenza? Le processus électoral n'existe plus. Je vous ai déjà dit qu'il faut dissoudre la CENI. N'est-ce pas? Parce que la CENI s'est révélée de plus en plus incompétente, incapable d'unir les Congolais. Il ne faut plus parler de cela. Il faut voir maintenant la réalité en face, comme je l'ai dit toujours, n'est-ce pas, en faveur d'une autre scripture un peu plus crédible. Et je dis ici que l'accord cadre d'Addis Abeba est en faveur de la démocratisation
du pays, alors que la CENI freine la démocratisation. La CENI fait ce qu'elle veut contre les pays. Alors, on ne peut pas continuer à faire foi à une structure comme ça qui divise. Vous pensez que la CENI le fait par son bon vouloir ou la CENI est bloquée quelque part? Inféodé. Parce que vous avez tendance à condamner la CENI, c'est comme si c'est elle qui est responsable de cette situation, mais si vous interrogez les responsables de la CENI, ils vous diront que ce n'est pas de leur faute, c'est indépendamment de leur bonne volonté. Non, parce qu'ils ne sont pas effectivement indépendants. De par la volonté constitutionnelle, on a voulu que la CENI soit effectivement une structure indépendante. Mais la CENI s'est rendue de plus en plus dépendante d'une partie des Congolais au détriment des autres. C'est pourquoi elle a échoué lamentablement. Je vais vous y prendre, Laurent. Même par rapport à la désignation des membres. Oui. Prenez l'article 13 de la Constitution. Qui dit cet article? Aucun Congolais ne peut en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif. N'est-ce pas? Alors, mais vous voyez ici des gens qui se disent « Ah non, c'est nous qui devons produire les présidents parce que nous sommes de la société civile. » Mais c'est discriminatoire, tout ça. C'est discriminatoire, ça. Puisque vous parlez déjà des membres de la Commission électorale nationale indépendante, parlons-en avec le remplacement de M. l'abbé Apollinaire Malou Malou, et les confessions religieuses ont jeté leur dévolu sur Corneille Nangaa, excepté l'Église catholique. Et aujourd'hui, il y a le Haut Conseil des Églises des Réveils qui élève la voix, dire qu'ils ne reconnaissent pas Corneille Nangaa parce qu'il était présenté comme étant membre des Églises des Réveils. Oui, mais là, ils sont tous dans la même casserole. S'ils disent ça, je les encourage en partie. Mais moi, je parle de tout Congolais qui a droit à accéder à cette fonction-là, mais qui est limité, qui est exclu par la loi. Alors, comment on doit reconnaître ceux qui sortent d'une loi discriminatoire? On ne les reconnaît pas, n'est-ce pas? Et même s'il y a des disputes, à ce niveau-là, vous me donnez maintenant raison pour dire que ça ne peut pas faire évoluer les pays. Ça ne consolide pas la cohésion nationale. Alors que le chef de l'État s'engagea dans l'accord cadre d'Addis Abeba, c'était aussi principalement pour la cohésion nationale. C'est ainsi que je rentre vers lui qui est le symbole de l'unité nationale, pour qu'il tranche, qu'il ne nomme pas celui qui va sortir, qui va être présenté comme étant membre d'une telle structure en fonction de la loi en vigueur maintenant, parce que cette loi-là est inconstitutionnelle. Oui, vous avez dit tout à l'heure qu'apparemment, on a l'impression que le dialogue aujourd'hui ne concerne que deux tendances, la majorité et l'UDPS, parce qu'aujourd'hui c'est l'UDPS qui s'intéresse beaucoup plus à ces grands rendez-vous tant souhaités par le peuple congolais, parce que l'UDPS estime que c'est le seul moyen de sortir le pays de la crise. Vous êtes également de cet avis? Non, je vous ai dit que les dialogues concernent ceux qui ont bénéficié des mauvaises élections de 2011. Ils sont là, ils sont connus. Et ceux qui ont été victimes, parmi les victimes, il y a l'IDPS et consorts. Dans les consorts, il faut nous compter aussi, n'est-ce pas? Et puis le M23, qui a contesté publiquement, même par la voie armée, le pouvoir établi, n'est-ce pas? Ce sont ceux-là qui doivent constituer les dialogues. Et une fois, je vous ai dit ici, lorsqu'on a fait perdre du temps au chef de l'État, en faisant défiler devant lui ceux qui avaient bénéficié des mauvaises élections de 2011 autant que lui, j'ai dit non, ça ne pouvait pas avancer. Les pays, il fallait qu'on revienne. Heureusement qu'on est revenu par rapport à l'IDPS. J'insiste, il faut associer les M23 et tous les autres dessus de ces élections-là pour que ça permette, j'insiste encore, effectivement la cohésion nationale. Et donc, à mon avis, qu'on puisse répartir sur des bonnes bases, qu'on puisse d'abord sursoir les processus électoraux, comme vous avez dit, les processus électoraux n'existent plus, et qu'on convoque cette rencontre pour mettre tout le monde autour d'une table et enfin trouver la solution et renforcer la cohésion nationale. C'est ce que vous préconisez comme solution? Non, je n'ai pas parlé de la suspension du processus électoral. J'ai parlé plutôt de la dissolution de la CENI, parce que la CENI est incapable de faire face à ces processus-là. Mais quand on dissout la CENI, c'est-à-dire quoi?
Les processus électoraux aussi s'arrêtent. Non, pas forcément. En attendant qu'on mette en place une nouvelle équipe de la commission. Et maintenant que la CENI est là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne produit même des commissaires, dit quoi? J'ai appris un mot ici dernièrement, le gouvernement propose au président de nommer des commissaires, dit quoi? Ça c'est une provocation. C'était sur demande de la Cour constitutionnelle qui a demandé au gouvernement de prendre des mesures transitoires. Non, les mesures transitoires. Les commissaires spéciaux en attendant l'élection de gouverneur de nouvelles provinces. Parce que vous parlez de la question, je voudrais que ça soit retenu pour la vie et pour tout le monde. Des mesures exceptionnelles sont insusceptibles de tout contrôle juridictionnel. Vous me suivez? Ça veut dire que le chef de l'État, en tant que garant de la nation, il peut à titre exceptionnel agir des droits sans se référer à une quelconque juridiction qui s'appelle Cour constitutionnelle. Vous m'avez suivi? Donc, vouloir passer par ces chemins-là, ça ne constituait plus de mesures exceptionnelles simplement parce que on voulait que ça soit ainsi. Et pour le dialogue, j'ai dit, mais il n'y a pas 1000 ordres du jour. Deux seulement. Lequel? Dissolution de l'Assemblée nationale et l'indemnisation des candidats, à tous les candidats qui ont été députés provinciaux victimes des mauvaises élections de 2011. Quand vous parlez des élections de 2011. Mais c'est ce qui a produit tout ça. C'est ce qui a fait naître le M23, c'est ce qui a créé le mécontentement au sein de l'IDPS principalement. Et vous savez qu'au sein de l'IDPS, il y a quelqu'un qui s'appelle président élu de la République démocratique du Congo. Vous êtes au courant, non? N'est-ce pas? Alors, pour mettre fin à tout ça, pour que la cohésion revienne, il faut que les gens se regardent dans les yeux pour se dire des vérités, comme nous le faisons là. Et ce n'est qu'en faisant ça que nous allons permettre à notre pays d'aller de l'avant, tout en mettant en tête que nous devons dissoudre la CENI pour qu'on avance effectivement vers la démocratie. Très bien, merci bien. Une très belle conclusion. Maître Willy Mbenza, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu commenter avec moi ces sujets d'actualité sur le dialogue, le procès électoral avec tous ces problèmes qu'il y a autour de cette institution d'appui à la démocratie qui est la Commission électorale nationale indépendante. Merci pour cet éclairage, Maître Willy Mbenza. J'espère vous retrouver prochainement pour un autre sujet. Merci. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, 2 heures des news se poursuit. Dans un instant, nous allons devoir recevoir sur ce même plateau un autre invité. Cette fois-là, nous allons parler cinéma.